Carlos Sainz, il a tout simplement donné le sentiment de tout maîtriser. Alors, pendant la qualification, déjà, où il a quand même modéré son effort parce qu'on voyait bien que les pneus avaient du mal à tenir sur l'ensemble d'un tour. Et puis ensuite, pendant le Grand Prix, où il a fait aucune faute, où il s'est même permis finalement de relâcher un petit peu la pression à un moment pour se protéger assez paradoxalement des Mercedes en redonnant volontairement le DRS à Lando Norris qui était en deuxième position. Enfin, stratégiquement, c'est quand même un petit bijou réalisé à merveille par la Scuderia Ferrari. Après sa troisième place à Monza, hein, il était parti déjà de la pole. Carlos Sainz a fait une rentrée magnifique. Et maintenant, on va se demander s'il n'a pas pris tout simplement l'ascendant sur Charles Leclerc. On a évoqué le fait qu'il prétendait à la place de numéro 1 chez Ferrari et qu'il ne l'obtiendrait sans doute pas. Et quelque part, avec ce qui s'est passé ce week-end, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est sûr de ça? Il n'avait jamais réalisé de podium avant Monza. T'imagines un petit peu, là, coup sur coup. Il vient de remettre les choses en place chez Ferrari. Moi, je parlerais de masterclass. Vraiment un grand, grand numéro. Peut-être même comme n'en a jamais réalisé Charles Leclerc. Franchement, très impressionnant en termes de gestion de course. Et là, je me suis dit, ça, ces grands prix-là, c'est vraiment réservé à des champions exceptionnels comme Verstappen ou Hamilton. Et aussi, Alonso, ça m'a fait penser à ce qu'avait fait Alonso, qui s'était révélé à Imola en 2005, en tenant derrière lui pendant les 13 derniers tours Schumacher. Ouais, ouais. Et il l'avait fait exprès, parce qu'il avait peur du trafic sur cette piste. Il peur de dépasser des retardataires. Et à une dizaine de tours de la fin, il y avait un débutant qui s'appelait Vittorio Liuzzi sur Red Bull. Il ne savait pas trop comment est-ce qu'il allait réagir au moment de le dépasser. Eh bien, il avait baissé son rythme de 2 secondes tout en gardant volontairement Schumacher dans ses échappements. Il fallait quand même le faire, il fallait avoir du cran pour ça. Clairement. Et alors, Sainz n'avait pas un calibre de Schumacher dans ses rétros dimanche, mais ça fait rien quand même. Il a géré, il contrôlait à tel point qu'il a bluffé son ingénieur, Riccardo Adami, qui lui a dit je te rappelle quand même que tu laisses Norris dans ton DRS, donc c'était à 8 dixièmes derrière lui. Il a dit oui, c'est fait exprès. Ouais. Non, mais c'était vraiment étonnant, le calme, la façon dont il a géré cette course, avec des phrases à la radio. Hein. Là, je pourrais tourner comme ça pendant, je ne sais plus comment il a dit, jusqu'à l'éternité. Enfin, vraiment, on le sentait Dans maître, la zone. ouais, exactement, maître de tout ce qui était autour de lui. Après la qualification samedi, à l'issue de laquelle il avait donc l'assurance de partir de la pole position, devant George Russell, ça aussi c'est un élément important, parce que ce n'était pas Charles Leclerc qui était à ses côtés sur la première ligne. Finalement, la décision elle a été assez simple. Ce mot, il est peut-être un peu fort, justement, simple. Mais on a décidé chez Ferrari de tout mettre pour que Carlos Sainz remporte ce Grand Prix. C'était lui le mieux placé sur la grille et Ferrari avait vraiment besoin de cette victoire. C'est une décision qui, d'après ce que l'on sait, a été annoncée par les pilotes, qui a été assumée par le patron Fred Vasseur, même si ça fait toujours des vagues en interne, hein, parce qu'avant le départ, dire ça, c'est toujours un petit peu compliqué. L'histoire retiendra que c'est Carlos Sainz qui a donné la première victoire de Fred Vasseur à la tête de la Scuderia Ferrari. C'était sans doute pas écrit comme ça avant le début de la saison. C'est aussi là quelque part un acte de naissance de Fred Vasseur chez Ferrari, qui est arrivé de façon très très prudente parce que il y avait un environnement de médias, il y avait beaucoup de gens liés à l'ancienne administration de Mattia Binotto et il fallait pas tout bousculer pour bousculer. Et la première des choses qu'il avait faites, c'était analyser les stratégies de course et ce qui n'avait pas fonctionné en 2022 dans le dispositif de Mattia Binotto. Et il en avait ressorti une idée forte, c'est qu'il fallait ramener le stratège en chef Iñaki Rueda à l'usine et avoir une communication plus directe pour avoir des décisions plus simples, plus compréhensible, même s'il y a eu des couacs Ah oui, on en a vu. précédemment dans la saison. Mais il a fait ça par petites retouches, sans s'affoler. Et puis, ce week-end, on avait pris le parti aussi de ne pas installer un nouveau package comme Mercedes l'avait fait à Monaco,
comme même McLaren l'avait fait pour ce Grand Prix de Singapour au service de Lando Norris, parce que c'est tout de suite très compliqué sur un circuit en ville. Et la priorité, c'était vraiment l'exploitation, les réglages, l'optimisation. Et quand ils ont compris rapidement que Red Bull n'était pas bien, à la ramasse, comme il a dit, là, ils ont sauté sur l'occasion et ils se sont dit, on va privilégier vraiment le poleman, on va faire une stratégie à 2 contre 1, sauf que sur ces 2 pilotes, on va en sacrifier un. Ouais, non, mais clairement, et cette victoire, elle donne du temps maintenant à Fred Vasseur, parce que, évidemment, ça ne va pas bousculer les équilibres, on ne va pas revenir sur Max Verstappen au championnat, et on ne reviendra pas sur Red Bull. Ouais, je dis ça, en même temps, Ferrari peut viser la 2e place au classement des constructeurs. Encore, on y reviendra en parlant de Mercedes un petit peu plus tard dans ce podcast, mais on est loin désormais de la 4e place du classement des constructeurs, derrière Aston Martin, où là, on flirtait avec l'humiliation pour les tifosi. Ça va donner du temps à Fred Vasseur pour installer les changements. Il y a encore beaucoup de travail, hein. Évidemment, on est toujours dans le processus de recrutement, essayer d'étoffer la cellule technique pour... on ne parle même pas de la voiture de 2024, on parle de la voiture de 2025 et aussi franchir le pas en 2026. On a parlé de cette situation de Carlos Sainz. Qu'en est-il de Charles Leclerc ? Parce que j'en reviens à ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Carlos Sainz ne sera pas le numéro 1 chez Ferrari. Ok, là, ça fait quand même plusieurs Grands Prix qu'il a le dessus sur le Monégasque. Là, il a quand même fait, pour moi, le plus beau week-end de sa carrière. Est-ce que ça ne va pas finir par fragiliser, affecter, mettre en difficulté Charles Leclerc ? Tu as dit que cette victoire achetait du temps à Fred Vasseur. Dans sa gestion de l'équipe, ça lui achète aussi de la paix, tout simplement, parce que jusqu'à présent, quand on est à la tête de la Scuderia, le clan Sainz le pointait du doigt comme le patron de Charles Leclerc, le fils préféré, etc., partisan. Carlos Sainz, senior, le double champion du monde des rallyes, mais depuis, de toute façon, les années Red Bull, depuis la première saison de son fils en Formule 1 au contact de Max Verstappen, donc de Jos Verstappen, il a toujours dit que son fils était désavantagé, etc. C'est toujours la même histoire. Et moi, je trouve qu'il avait eu des propos outranciers après Monza en disant quand Leclerc est devant, il y a des positions qui sont figées. Et puis, quand c'est mon fils, en fait, Leclerc a le droit de l'attaquer. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faudrait juste qu'il se souvienne l'année dernière les circonstances dans lesquelles Sainz a gagné son premier Grand Prix à Silverstone. Leclerc avait été complètement, lamentablement sacrifié. Bon, et je dirais même trahi. Est-ce qu'il avait été sacrifié ou est-ce qu'on avait été très très mauvais du côté de la Scuderia, je sais pas. Et là, c'est vrai que ça a été un choc. On a tout de suite compris ce qui se passait quand on demande à Charles Leclerc de maintenir un gap, un écart de 3 secondes, puis de 5 secondes, quand même, ce qui est incroyable. On a même l'impression en fait qu'on lui annonce ça en direct et qu'il savait qu'il fallait qu'il soit au service de son leader, donc il fait le job. Pneu tendre, c'est quand même pas facile. Il fait déjà un premier effort. C'est une option quand même qui est assez risquée. Pour dépasser Russell au départ, ça marche très très bien et on le demande encore plus. Et là, il comprend de toute façon qu'il n'a aucune marge pour négocier parce que Red Bull est loin derrière, ne va pas gagner. Et que c'est la chance de l'équipe. Voilà, il ne peut pas être le fossoyeur de l'équipe. De toute façon, il en fallait un qui gagne et c'était ça le plus important. C'est ce qui s'est passé. En fait, Charles Leclerc, il a perdu le Grand Prix à la qualif samedi. Ah ben alors, il l'avait perdu. Il l'a dit d'ailleurs. Il l'avait perdu de 67 millième à Monza. C'est ce qui le séparait de la pole position signée Carlos Sainz. Et là, il l'a perdu d'un petit peu plus de 79 millième, je crois. Ça veut dire que 79 millième à cause d'une petite erreur dans le virage numéro 17. Ça, c'est ce qui sépare probablement une inversion des positions. C'est pour ça que je serais assez prudent sur le statut de pilote numéro 1 de Sainz jusqu'à la fin de la saison. Si Leclerc avait été en pole position devant Sainz, c'est Sainz qui aurait été certainement, très certainement, au service de Carlos Sainz dans cette course, mais on ne va pas refaire l'histoire. Carlos Sainz a fait une démonstration absolument éblouissante, vraiment comme on en voit rarement, une ou deux dans une saison, franchement, et c'est réservé à des grands pilotes. Il a peut-être changé de dimension, oui, dimanche.